Pour certains, la liberté se trouve au sud, tandis que pour d'autres, elle est au nord. Seguiremos adelante, como juntos te seguimos. Hasta siempre, comandante. Partir dans le sud, pour vous et moi, ça signifie prendre quelques jours de vacances, souvent bien mérités. Mais le Sud a quelquefois une connotation bien différente pour les gens de ce pays. Nous sommes à Cuba, l'un des plus grands archipels des Caraïbes, avec ses 11 millions d'habitants. En l'an 2000, ce pays aura été visité par plus de 2 millions de touristes. Certains y trouveront des vacances inoubliables, tandis que d'autres y seront marqués à jamais. Y a-t-il deux Cuba? Première journée, et nous attendons notre guide qui est en retard. Notre seule activité est celle de regarder un père qui tente de faire voler le cerf-volant de son fils. Une image poétique et troublante à la fois. Un peu comme un symbole, l'objet nous rappelle qu'il est le seul à voler en toute liberté, au-delà des continents. Je m'appelle Richard, je demeure à Sainte-Thérèse. J'ai passé 2 ans ici. Je me suis marié avec une Cubaine. Ma femme a eu un enfant ici à Ciego de Villa. Et elle est de retour au Canada depuis le mois de septembre 1999. Comment c'était le retour? Très bien et très difficile en même temps. Ça a pris 9 mois de paperasse avec Immigration Canada, Immigration Québec, Immigration cubaine. Plus de 5 000 de papier et environ 20 000 total en voyage et tout. Des petits anicroches parce que ma femme, elle avait un enfant qui n'était pas de moi. Alors, il a fallu obtenir la signature du père de la fille qui attendait seulement que ça pour me soutirer un peu d'argent. Richard est un Québécois qui, depuis 10 ans, se rend à Cuba plus de 4 fois par année. Comme vous allez le voir, il a fait beaucoup plus que marier une Cubaine. Il a aussi épousé son peuple et sa cause. Nous, parce qu'on n'a pas vu à la caméra, mais quand tu es venu me chercher hier, faisais un petit peu une histoire de ce qui s'est passé. Hier, premièrement, on est parti l'après-midi, allez vous réserver des chambres à l'hôtel. Le même taxi qui m'avait ramené le matin nous a pris à 7 h le soir pour aller vous chercher à l'aéroport. Rendu à l'aéroport, il y avait beaucoup de policiers. Mon ami qui est cubain n'a pas le droit d'être à l'aéroport pour aller chercher des touristes. Alors, il a fallu que je discute avec certains policiers, certains gens, pour qu'ils puissent le laisser aller. En l'an 2000, c'est encore comme ça? C'est encore comme ça. C'est communiste. Les Cubains ont tendance à empaqueter tous les touristes dans un endroit sans qu'ils aient accès aux villes comme ici. Comme là, vous voyez, l'année prochaine, l'aéroport Maximo Gomez ne sera plus un aéroport international, ça va être un aéroport national seulement. Tous les touristes, maintenant, vont atterrir à le nouvel aéroport de Cayo Coco, qui est à plus de 2 heures d'automobile d'ici. C'est exactement la même chose à Varadero. Varadero, c'est une presqu'île qui est contrôlée par un pont, par la police, afin que les Cubains ne puissent pas rentrer et avoir un contact direct avec le tourisme. Ici, à Ciego, c'est la région où il arrive le plus souvent une manque d'électricité. Toute l'électricité est gardée pour le tourisme. Tu peux marcher dans la rue, les gens vont t'inviter à souper, à manger, à boire du rhum. L'éducation à Cuba, comme au Québec, est gratuite, mais en plus, l'université est gratuite. C'est pour ça qu'on voit autant de Cubains avoir un diplôme universitaire en ingénierie, en médecine, dans tous les domaines. Mais tu peux être le meilleur médecin à Cuba et ne gagner que 20 $ par mois. Le meilleur chirurgien à Cuba gagne ça, 400 pesos. Alors, les gens sont beaucoup plus intéressés à laisser l'école, même si elle est gratuite, afin de travailler directement dans le tourisme, vendre des bouteilles de rhum, vendre des cigares. Ici, c'est chez moi.
En haut, c'est loué. C'est deux jeunes filles, dont une est mariée avec un étranger allemand qui a acheté la maison pour elle. Ma belle-mère demeure en dessous. C'est ta fille? Ma fille et sa cousine. Tu peux nous les présenter? À la droite, il y a Jasmine et à la gauche, Odyssey Ladies. Jasmine ne grandit pas, elle. Ils n'ont pas accès aux vitamines et à rien. Alors, les os sont très fragiles, les dents. Ils ont beaucoup de fruits, par exemple, ce qui compense. Tu veux pas passer à la télévision? Est-ce que tes enfants parlent français? Elle ne parle pas parfaitement français. OK. Papa, je peux dire. Tant conmigo. Papa, je peux dire aller là-bas. Non, c'est trop dangereux. Ici, c'est le pays des machos. Disons que la mentalité ici, c'est exactement comme la mentalité qu'il y avait il y a dans les années 50 ou 40 au Québec, c'est-à-dire la femme reste à la maison, prend soin des enfants, tandis que l'homme va travailler. En 1970, le tourisme a été ouvert ici à Cuba. C'est les Canadiens les premiers qui sont venus sur la terre cubaine. Puis ça s'est popularisé, d'autres pays sont venus jusqu'en 1990. En 1990, le gouvernement a permis aux Cubains et aux Cubaines de côtoyer les touristes. Certains d'entre eux ont trop exagéré. Alors, en 1995, le gouvernement a commencé à se serrer la vis et à revenir comme dans les années 70, c'est-à-dire mettre les Cubains à part et les touristes à part. Fidel Castro l'a déjà dit qu'il permettait actuellement aux Cubains d'ouvrir des restaurants privés, des appartements loués, mais que son système qu'il défendait était contre ça. Il le permettait seulement vu qu'on était en période spéciale. Une période spéciale à Cuba, c'est une période de rationnement où les denrées sont très rares. Cette période spéciale-là, c'est dû C'est dû au manque de denrées alimentaires, vu l'embargo américain et le manque de ressources ici à Cuba. Mais les périodes spéciales, moi j'en ai connu une dizaine, mais j'ai l'impression que ça dure depuis 1959, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Là, ici, c'est une maison pour les touristes, qui appartient à un propriétaire, qui paye une patente qui appelle 100 $ par mois au gouvernement pour avoir la permission de louer son appartement aux touristes. Ça peut varier dépendamment de l'endroit où vous êtes, entre 15 $ par jour et 35 $ par jour. Normalement, c'est des 4,5, des grands 4,5. Les Cubains, c'est des gens très réceptifs, très chaleureux, qui sont très ouverts internationalement. Ils veulent savoir tout ce qui se passe dans les autres pays. C'est pour ça qu'ils essaient constamment d'avoir un contact avec les touristes. Richard m'a présenté Roberto, un jeune homme de 26 ans, chauffeur de bici-taxi. Le bici-taxi est l'un des moyens de transport les plus répandus à Cuba. Roberto a abandonné ses études afin d'aider sa famille à lutter. Mais cela, c'est l'histoire courante dans ce pays. Ce que je fais dans la vie, je lutte, je travaille, je suis à la recherche de la prospérité et des éléments vitaux de la vie. J'aimerais que tu nous expliques comment tu nous vois, nous, les touristes. Je ne l'imagine pas, car j'ai beaucoup conversé avec des touristes que j'ai rencontrés. Ils m'ont avoué que leur vie se résume à beaucoup d'efforts et que ce n'est pas aussi facile que nous pourrions l'imaginer. Je ne pense pas que vous avez tout. Ce que je sais, c'est que vous devez travailler très fort pour l'obtenir. Vous devez sûrement travailler autant que nous. De toute façon, si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu n'as rien. C'est comme ça que j'imagine votre grand pays. Nous traversons une période spéciale à cause du blocus américain. Suite à cette situation, il est difficile d'aller de l'avant. J'imagine que chez vous, il y a beaucoup de travail identique au nôtre. Mais la différence est que chez vous, vous êtes mieux rémunéré.
Ici, avec nos problèmes, nous continuons tout de même à lutter. Et ce, même si le salaire de base suffit à peine à nous faire vivre. No da para comprar televisor, pero guardando un dinero, uno guardando siempre puede, pienso que pueda. Pero me imagino que sea. De toute façon, j'imagine votre vie semblable à la nôtre, remplie de travail et de contraintes. Cette vision de notre monde est très répandue à Cuba. Transportés par la télévision et la radio, nous sommes perçus comme des bourreaux de travail. Qu'est-ce que tu n'aimes pas des touristes? Non, j'aime tout. Par contre, il y en a quelques-uns de mal éduqués arrivant ici avec d'autres idées. Il y en a qui arrivent ici avec d'autres intentions comme changer le pays et nous transformer. Cela ne se fait pas. Ils débarquent à Cuba en vacances et tentent de refaire notre monde. Ils sont contre-révolutionnaires et malveillants. À tes yeux, quelle est ta perception des touristes? Vous, les touristes, vous gagnez votre vie honorablement. Vous êtes des gens cultivés. Nous, les Cubains, on rencontre beaucoup de voyageurs. On s'en occupe en les invitant à sortir avec nous afin de leur faire visiter notre pays. Nous sommes très attentionnés envers les touristes. Ici, c'est un pays libre, tout le monde s'entraide. Tu peux te promener avec ta caméra sans que personne ne te dérange. Nous sommes un pays libre, libre de toute criminalité. Ici, il n'y a presque pas ou très peu de violence. Tu peux en avoir dans la rue, mais c'est très rare. Il y a des endroits spécialement pour les vieilles personnes où l'on prend soin d'eux. Tout est gratuit. La médecine, les médicaments et les soins médicaux. Cela ne coûte absolument rien. Les études aussi sont gratuites. Si tu choisis de devenir médecin, tu dois étudier pendant 6 ans. Les repas, l'éducation, tout est fourni par l'État. Il n'y a personne qui va te demander de payer, même pas pour la nourriture. Ils seront très appréciés et valorisés, fidèles à la Révolution, fidèles à notre grand commandant. Le grand commandant, c'est Fidel Castro. Mais l'image la plus répandue de l'homme cubain, c'est celle d'Ernesto Guevara de la Serna. Le Cubain le plus célèbre du monde est cependant né argentin. Il a rencontré Fidel durant son exil forcé en 1952. Le Che, que l'on surnomme ainsi familièrement, est l'image du révolutionnaire. Aujourd'hui, le plus célèbre des guerrieros de la Sierra Maestra est devenu un produit touristique du régime cubain, au même titre que le rhum et les cigares. Un peu comme un symbole, le Che rappelle aux Cubains que durant toutes ces années d'esclavage et de domination, ils ont su s'adapter à l'oppression. Si le visage de celui-ci a changé, le courage y est toujours aussi omniprésent. Je m'appelle Jesus Maria et je vais vous réciter un poème de ma propre inspiration. Je te dis au revoir et même si malgré tout tu es toujours présent, ton courage et ta bravoure ont fait de toi un être des plus uniques. Je te laisse ta parole envahir mes souvenirs. Mon cœur me dit que jamais je ne t'oublierai. Mon admiration pour toi est sans limite. Je te dis au revoir pour ce départ. Et toute ma vie, je penserai à toi. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso perjuara a muerte. Aquí se queda clara la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'est pas un peu étrange de voir des gens se promener avec la photo du Che? Non.
Je ne pense pas. Pour moi, si je pouvais avoir toujours sur la poitrine l'image de Guevara, je me sentirais fier, car c'est celle d'un grand commandant. Comme je voulais en savoir davantage sur le Che, Richard me présenta Raoul, chef du Parti communiste du quartier. Mon nom est Raoul. Quel âge avez-vous? 58 ans. C'est beaucoup. Le 15 avril 1961, à peu près à 6 heures du matin, 6 heures ou 6 heures et 5, il y avait des avions américains qui bombardaient simultanément la base aérienne de Ciudad de Libertad, Santiago de Cuba et San Antonio de Los Banos. Moi, j'étais là-bas à Ciudad de Libertad avec le Che. Nous tentions de repousser les bombardements américains. Durant le début des années 60, tout comme aujourd'hui, beaucoup de Cubains croyaient au Che. Avez-vous des exemples à nous donner? Quand arrivait le Che, Camillo ou Fidel, les gens se rassemblaient autour d'eux. Il pouvait y avoir des milliers de personnes qui venaient les voir et les saluer. Pour nous, le peuple de Cuba, le Che et les autres font partie intégrante de nous. Nous voyons toujours en eux la continuité de la lutte pour la libération des années 1961 et 1995. Ils représentent comme la réincarnation de Martí, Máximo Gómez et Maceo. Ce n'est que quelques exemples, mais ils sont comme l'histoire vivante du peuple de Cuba. Comment peut-on expliquer cela? Pour l'amour et la tendresse que nous avons pour eux, que nous avons aussi pour Fidel, pour toutes les choses qu'ils ont été capables de faire pour le peuple cubain et celui du monde entier. Si Cuba dispose d'une porte d'entrée facile à franchir pour nous les touristes, il en est tout autrement pour le peuple cubain d'en trouver la sortie. Accueilli comme un héros, le jeune Elian représente à lui seul toute l'ambiguïté du peuple cubain. Pourquoi Elian est si important pour nous? Cet enfant est parti sur un radeau avec sa mère. Alors la mafia de Miami s'est approprié l'enfant, parce qu'eux ne sont pas sensibles. Si c'était un enfant haïtien, ils n'en voudraient pas. Mais vu que c'est un enfant cubain et pour nuire une fois de plus à notre pays, ils se le sont appropriés. Ils aiment ça bien paraître au reste du monde. Si c'était un enfant pauvre d'un autre pays, ils n'en voudraient tout simplement pas. Comme un Haïtien, un Dominicain, un Portoricain, un Vénézuélien ou un Mexicain. Tous les enfants sont importants, mais la mafia de Miami ne veut que les enfants cubains. Les Cubains, ils rêvent des États-Unis, mais la majorité des Cubains que je connais qui sont été aux États-Unis reviennent et demandent l'asile politique ou l'immigration légale au Canada, parce que la vie est très dure pour les Cubains, surtout dans la petite Havane à Miami. C'est pas un système socio-communiste aux États-Unis. Hein. Ils doivent payer leur éducation, payer leurs frais de santé et tout, alors qu'au Canada, il y a plus de facilités. Quand le corps s'évade dans l'alcool et le sexe, l'esprit, lui, choisit souvent les chemins de l'au-delà. Nul doute que la recherche de spiritualité dans un régime qui a fait du matérialisme son fonds de commerce y est pour quelque chose. Depuis quelques années, surtout depuis la venue du pape Jean-Paul II en 1998, Cuba s'affiche maintenant comme un pays religieux. Ce qui fut jadis pratiqué derrière des portes closes est maintenant partagé en plein jour aux yeux de tous. Je m'appelle Oscar Lapera Martinez et je suis le Santos Mochedai. Je suis Oriatai, représentant de ces dieux dans la province de Ciego de Avila.
Décrivez-nous un peu ce que nous venons de voir. Ce que vous avez vu, c'est un repas que nous avons préparé pour Erekwa et Olgun. Ce sont les saints qui ouvrent et ferment les chemins de la destinée. Si Erekwa ne mange pas, aucun autre saint ne peut manger. Ce sont les premiers à manger au monde avec Olgun et Ochotsi et Osu. Ces saints se nourrissent toujours ensemble. Après tout cela, c'est la fête des tambours, c'est un sacrement de notre religion. La fête sera très bonne. Nous, étrangers, selon les informations que nous avons, pensons que 50% des Cubains n'ont aucune croyance. Je ne crois pas en cela, parce que moi-même, je connais des gens importants avec des uniformes militaires qui se cachent pour venir me voir le soir à la maison pour pratiquer cette religion. Malgré ce qu'on pourrait croire, au fil des ans, beaucoup plus de personnes s'abandonnent à la religion. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne peuvent l'exprimer et ils ne veulent pas que personne le sache. Mais oui, la majorité des Cubains croient à la religion Santeria. Êtes-vous plus libre de pratiquer votre religion? Oui, en principe, nous sommes plus libres. Oui, c'est très facile car maintenant, la religion n'est plus prohibée. Est-ce que vous trouvez que la religion Santeria a changé avec le temps? Selon moi, je vois des changements. Avant, il y avait plus de réunions, mais maintenant, elles sont moins fréquentes. Malgré qu'il y a plus de santeros dans les villages. Il y a des changements parce que les santeros plus vieux sont morts et les jeunes prennent la place. Moi, par exemple, j'ai de 10 à 11 années d'expérience comme santero et j'aime toujours cela. Les nouveaux qui commencent pratiquent différemment. Ils ont moins de respect qu'auparavant. D'où vient la religion Santeria? Des Espagnols? Des esclaves? Cela vient des esclaves africains qui, après avoir terminé leur journée de travail, fumaient leurs cigares et apportaient leurs tambours afin de pouvoir faire la fête. Les esclaves aimaient fêter leur religion après une dure journée dans les champs. C'est ainsi que tout a commencé. Nous sommes de religion catholique. La religion Santeria a-t-elle un point commun avec la nôtre? La religion Santeria est égale au catholicisme. L'image de la religion catholique est représentée par Ochung. Et la Vierge Marie s'appelle Yemaya. Ainsi, il y a plusieurs saints catholiques qui sont représentés dans la Santeria. Comment j'entrevois mon futur? Selon moi, mon futur, je le vois comme si je devais me préparer. Me préparer pour tout. Nous, le peuple cubain, devons étudier très fort, vous savez, si nous désirons aspirer à autre chose. Mon futur, je le vois comme une lutte continuelle, à travailler dans ce que je fais actuellement, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix et je dois faire de nombreuses heures si je veux survivre. Je n'ai pas l'occasion de travailler dans mon domaine comme vétérinaire car le salaire est insuffisant.
J'aurais peut-être la possibilité de suivre d'autres études le soir tout en conservant mon travail. Pour l'instant, ce que je crois, c'est qu'il faut lutter et travailler. Y a-t-il un après-Fidel? Oui, il y a beaucoup de relève. Depuis quelque temps, la jeunesse cubaine, il y a beaucoup de relève. Ce qui me surprend, c'est que bien des gens visent sur Raúl Castro, son frère, qui ne veut pas, il l'a dit publiquement, qui ne veut pas le pouvoir. Il paraît, selon les oui-dire, que ce serait un Felipe Roques, un jeune fier à bras du Parti communiste qui défend la révolution, qui prendrait le pouvoir. Selon le Cubain, ce jeune homme-là serait encore plus rude que Fidel Castro. Voilà, c'est ici que mon voyage s'achève. Quel visage a donc le soleil? Enfer ou paradis? Sans doute les deux à la fois, qui sait? Tout dépend peut-être d'où l'on vient. En revenant dans l'avion, je me suis rappelé cet enfant rencontré la première journée de mon séjour. En le voyant tenter de faire voler son cerf-volant, je me suis rappelé les mots de José Martí, ce grand philosophe cubain qui inspira Fidel et le Che à la Révolution. Il a écrit un jour « La vérité, une fois réveillée, ne s'endort jamais ». En 1959, le peuple cubain s'est réveillé d'une longue agonie de plusieurs siècles d'oppression et d'esclavage, et depuis lors, tente tant bien que mal de voler de ses propres ailes. Si quelquefois les moyens employés peuvent nous laisser perplexes, nous ne pouvons que saluer et prendre pour exemple leur courage et leur détermination, du fait qu'ils veulent rester distincts. Viva Cuba, te amaré siempre.